continue avec la grande joie d'avoir du temps pour interroger notre invité. Et c'est Stéphane qui va pouvoir interroger Rachid Santaki. Alors tout d'abord, Rachid, un immense merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et j'aimerais savoir d'où vient ta passion pour la littérature. Alors, d'abord, je vais remercier toute l'équipe de m'avoir accueilli également, parce que c'est une belle rencontre et les témoignages aussi. La, Mon lien avec la littérature, j'en parlais encore tout à l'heure avec ma fille de 17 ans. J'ai commencé à écrire mon premier récit, c'est à 38 ans. J'en ai 40, je vais en avoir 47 prochainement. Et entre-temps, j'ai dû publier à peu près 14 ouvrages. Donc beaucoup de romans policiers, beaucoup de matière avec, je dirais, le territoire où je suis né, où j'ai évolué aussi, c'est la Seine-Saint-Denis. Et il y a quelques années, j'ai fait un gros travail personnel, thérapie, on va dire, d'essayer d'équilibrer des choses. Et dans ce travail, en fait, moi, je me suis rendu compte que donc je suis né en France, j'ai été envoyé au Maroc pendant 5 ans, j'ai été élevé par ma grand-mère. Et la personne, en fait, qui m'a initié au mot, on va dire, à l'écriture, à l'artistique, c'est mon voisin, en fait. C'est Toufik Mrabet, qui était de ma génération. Et en fait, la famille Mrabet, il faut savoir que c'est la famille d'un écrivain analphabète au Maroc qui vit à Tanger. En fait, vous taperez Mohamed Mrabet, vous découvrirez, on l'appelait l'écrivain qui ne savait ni lire ni écrire. Et du coup, il a été la source d'inspiration, d'auteur. Et voilà un peu comment j'ai eu ce flambeau transmis dans mon enfance et plus tard, c'est ressorti. Alors, dans des conditions, je dirais, difficiles, puisque j'ai perdu mon frère quand j'avais 18 ans, j'en avais 17, et en fait, j'écrivais. Pour pas péter les plombs, en fait, j'écrivais. Un peu comme on peut le faire quand on est en détention. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir avoir une écriture fleuve. Et j'ai retrouvé en plus, j'ai un classeur avec à peu près 300 pages d'écriture. Donc pour pas péter les plombs, j'ai eu la chance d'avoir l'écriture. Après, ça s'est consolidé avec une rubrique. En fait, j'avais monté un magazine gratuit que j'ai eu pendant 8 ans qui s'appelait Five Style. Et j'avais une rubrique qui s'appelait C'était mieux avant, mais qui est à l'ancienne. Et c'était des chroniques où je racontais des histoires d'adolescence, la coupe de cheveux quand mes parents ne payaient pas le coiffeur, et on nous appelait les frères Mireille Mathieu, l'époque des frites, parce que mon père, après on a vécu avec mon père et on avait très peu de moyens, pas de frigo et tout, et donc on faisait des frites le matin, midi et soir, et ça je trouve c'est des beaux souvenirs, donc ça a été mes premiers billets que je mettais en plus dans le magazine. J'avais une double page et les gens réagissaient là-dessus. Et c'est un peu comme ça que le lien avec l'écriture est venu. Et après le pas, je l'ai passé avec, j'ai passé même le cap, je dirais, avec l'envie de garder en fait tous ces souvenirs dans un texte que j'avais fait pour moi. Comme un album photo, il se passait plein de choses dans ma vie positives et j'avais peur d'oublier ces souvenirs que je trouvais hyper forts. Et finalement, j'ai écrit. Et il s'avère que via un ami, j'ai rencontré un éditeur à qui j'ai fait lire, mais vraiment sans l'intention d'éditer. Et ça s'est emballé. Puis j'ai sorti un premier essai qui s'appelait La petite cité d'un pré. Alors je trouve qu'il n'est pas du tout construit. C'était comme un carnet de bord de ma vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et finalement ça a été mon premier texte publié en 2008. Donc voilà un peu, j'ai essayé d'être efficace, mais le lien avec la littérature et ce que je dis souvent quand j'interviens et notamment avec des participants qui sont en détention, c'est que l'écriture c'est quelque chose de viscéral pour nous tous. Enfin, ça fait partie de notre histoire, c'est à l'intérieur et soit on a la capacité souvent dans la difficulté, le robinet ou la canalisation va exploser et ça va se faire tout seul. Ou alors, parfois, comme on l'a entendu tout à l'heure avec justement les auditrices et auditeurs qui appelaient, c'est aussi avec de la bienveillance, de l'amour. Donc les mots, c'est quand même quelque chose, je pense, c'est quelque chose d'ancré en nous. Et à un moment, on va faire des rencontres, on va être dans des situations où ça s'ouvre et soit on saisit la chose et ça devient un super outil, soit on le garde pour soi aussi, ou soit je dirais que la révélation avec l'écriture ou le fait de lâcher prise ne se fait pas. C'est un très très bel exemple d'ailleurs, parce que tu donnes une très belle idée. Et j'ai un camarade qui notamment est à Melun, qui lui, chaque jour, il a comme un journal intime et il écrit une page par jour. Oui. Et c'est vrai que moi j'écrivais des poèmes par exemple, et l'écriture, ça fait vraiment beaucoup beaucoup de bien. Et quelle a été ta motivation d'aller faire des ateliers en prison finalement? Alors, le déclic. Oui, c'est une anecdote assez impressionnante quand je la raconte. Un jour, donc, j'ai Laurence
Denis, donc je lui passe un bonjour si jamais elle écoute l'émission, qui est à Strasbourg, donc qui n'est plus bibliothécaire, elle travaille maintenant, il me semble, sur l'insertion, dans le cadre de l'insertion, et qui m'a contacté par mail en 2012. Pardon, j'avais sorti un premier roman qui s'appelait Les Anges Sablés en Caïra, donc qui se passe à Saint-Denis avec un voleur de cartes bleues qui se retrouve à un moment en détention. Et ce livre ça avait été un gros succès à l'époque. Et donc Laurence m'envoie un mail pour me demander si on peut s'entretenir au téléphone. Donc je lui transmets mes coordonnées, elle m'appelle. Elle me dit ça tombe bien que je vous ai, j'ai un problème avec vous. Je dis ah bon, lequel? Elle me dit j'ai pas de budget, je suis une toute petite bibliothèque. Et en fait, j'arrête pas d'acheter votre livre. En fait, j'ai acheté 30 livres et à chaque fois, on me le pique. Donc, c'est la première fois que je vois un livre autant piqué par des publics en détention. Donc elle m'a demandé d'intervenir pour en savoir un peu plus et surtout parce qu'il y avait une vraie demande autour de ça. Donc, évidemment, j'ai trouvé ça fort parce que mon frère était en détention. Il a fait un mandat de dépôt pour du stupéfiant étant plus jeune. Et du coup, j'ai connu le cursus parloir, avocat. Enfin, je trouve que c'est une période aussi compliquée, même si j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai trouvé que ça avait du sens. Donc, elle a organisé programmé une intervention sur 2 jours. Et c'était un moment, mais c'était magique, en fait. C'était magique parce que je suis arrivé. C'était drôle d'avoir les codes de la fiction, d'avoir des personnages qui parlent de manière familière, de connaître aussi, de parler de personnages qui étaient en détention. Et tout de suite, la question, c'est combien de temps as-tu passé en détention? Et je leur disais non, que en fait, la seule bêtise que j'ai pu faire, c'est d'essayer de voler une boîte de Playmobil à 10 ans et demi et que je me suis fait gauler. Donc, en plus, c'était une boîte de Playmobil Police, donc ça a stoppé ma carrière tout de suite. Et les mecs sont morts de rire parce qu'ils disaient ouais, ok, d'accord, il est vraiment dans la fiction. Je suis pas dans des discours démago, dire je viens du 93 et j'aurais pu être en prison. Non, c'est des parcours tellement difficiles qu'on peut pas s'inventer de vie. Donc c'était fluide et surtout, enfin moi je l'ai senti comme ça et c'était un peu pour ça que les appels tout à l'heure des auditrices et auditeurs, je les ai trouvés forts. C'est qu'il y avait de la bienveillance et que c'était fluide et les participants ont complètement reçu ça. Et quand j'en suis sorti au début, ça vous trouble parce que vous culpabilisez un peu, vous êtes intervenant, vous allez en milieu carcéral, vous rentrez chez vous le soir, vous allez à l'hôtel si je suis resté 2 jours. Donc du coup, c'est un peu troublant de se dire, mince, est-ce qu'un atelier, ça va apporter quelque chose parce qu'ils ne sortiront pas de détention en fait. Moi, je suis un intervenant, mais voilà. Et au début, j'avais du mal avec ça. Et finalement, on se rend compte que c'est en fait un bol d'air frais. C'est l'extérieur qui rentre le temps d'1 heure, 2 heures. C'est des rires, ça va être des pleurs aussi parce que vous avez des gens qui explosent en fait pendant l'atelier ou la rencontre. Et voilà, ça a été magique. Et depuis, souvent, j'en rigolais tout à l'heure, mais 8 ans que j'ai passé en détention à temps partiel, mais où je suis finalement une récréation autour des mots, autour de l'échange. Et ça me nourrit. C'est quelque chose... aujourd'hui, souvent, je parle de cette expérience parce que c'est fort, en fait, d'avoir la chance d'amener... d'envoyer des ondes positives à des gens qui sont en difficulté. Et ça impacte une personne en détention, ça impacte des familles, en fait. Ça impacte aussi les victimes. Donc voilà. Et quel type d'atelier propose aux détenus, justement? Alors, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure au départ. Tout à l'heure, quand j'ai commencé en 2012, je voulais pas devenir un intervenant qui intervient uniquement en prison, parce que je voulais aussi, je porte déjà une étiquette, et c'est volontaire de ma part, hein, mais je porte l'étiquette écrivain du 93, en plus j'écris du roman policier qui se passe en cité, donc les interventions au départ en détention, les premières années, je voulais vraiment que ce soit un choix et pas une demande qui explose. La demande effectivement entre les directions interrégionales, il y avait une communication pour dire ce mec-là, il a quelque chose vraiment avec les participants, il a une dynamique. Et donc au départ, je contrôlais vraiment. Les premières interventions, c'était on va travailler sur de la poésie. Je ramène le recueil de Jacques Prévert, on prend le cancre et vous le revisitez, vous le réadaptez. Ensuite, c'était on va prendre un extrait d'un ouvrage, vous écrivez la suite. Donc c'est du ludique. Et dire une histoire, en fait, ça se prépare d'abord dans la tête. C'est de la cohérence, c'est de l'observation, c'est aussi du réalisme. Et on peut passer aussi par de la poésie. Donc les ateliers, moi, je suis pas je suis pas un technicien des mots. Quand je dis ça, c'est que la littérature, j'ai pas fait lettres, je suis pas un fou de ça. C'est juste, il y a une intuition, il y a une observation, il y a une sensibilité, et après, il y a une matière qui est hyper importante.
et après on la déploie. Donc dans les ateliers, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce que vous voulez faire. On fait un tour de table, prénom, d'où vous venez, qui est un petit peu qu'on lâche prise, et à partir de là, on construit quelque chose ensemble. C'est surtout un temps pour être ensemble. Donc voilà, et ça se fait. Voilà, je parlais de poésie, ça peut être imaginer une suite de textes, ça peut être écrire une lettre. On imagine qu'on écrit une lettre, on se met dans la peau d'un personnage qui n'est pas forcément le nôtre. On peut aussi traiter le sujet de la femme. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction de la volonté des participants. Et à partir de là, il y a un rayonnement, il y a un travail qui est réalisé. Super. D'ailleurs, un petit message pour nos camarades qui sont en détention à l'écoute. Faites une demande à votre SPIP culturel que Rachid Santaki vienne dans votre établissement. Vous n'allez pas le regretter. Est-ce que tu peux nous parler de la fameuse grande dictée, s'il te plaît? Ouais, alors je corrige, je suis désolé parce que c'est dictée géante alors qu'on ne devrait pas dire dictée géante. Non, je dis parce qu'effectivement le premier réflexe, grande dictée, mais c'est la dictée géante. Et la dictée géante, en fait, c'est un projet qui est né en 2013. J'avais été invité par la ville de Clichy-sous-Bois en tant que romancier pour lire une dictée. Donc je me suis retrouvé à lire une dictée devant une cinquantaine de personnes. Et de là, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Un acteur associatif m'a contacté en disant je t'ai vu sur les réseaux sociaux, tu as partagé une dictée. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Je lui ai dit allons-y. Et de là, j'essaie vraiment d'être court. Je me suis retrouvé à organiser des dictées à ciel ouvert qui réunissaient 200, 300 jusqu'à 1000 personnes jusqu'en 2015. Et après, c'est devenu quelque chose d'incroyable parce que j'ai organisé 2 dictées au Stade de France, dans les salons du Stade de France, avec 1500 participants. Et pour revenir sur la détention, donc je pense qu'on a forcément des auditeurs qui m'ont rencontré ou auditrices, c'est que j'ai aussi lu dans une cinquantaine de maisons d'arrêt dans toute la France des dictées. Et en fait, on se réunit autour de l'exercice de la dictée. En réalité, c'est un prétexte pour que les personnes en apprentissage de la langue française, les personnes qui font de la remise à niveau ou les personnes qui sont très bonnes en orthographe et qui, voilà, en détention, on a tout type de participants, enfin tout type de niveau. Et le prétexte, c'est la dictée. Et donc, je lis un classique de la littérature. On va tomber sur des mots qu'on n'utilise pas parce que c'est de la littérature 18e, 19e, avec du passé simple. Mais on passe un bon moment, en fait. Et surtout, je vais aussi souligner un travail extraordinaire qui est réalisé aussi par les enseignants. Parce qu'on ne parle pas assez des enseignants en détention, et vous faites aussi ce travail d'accompagnement par rapport au public. C'est que les enseignants qui travaillent en détention, on voit ce que c'est un prof en fait. Moi qui ai un niveau bac pro, je dis pour rigoler que j'ai redoublé 48 fois, j'avais un conflit avec les profs parce que j'ai pas forcément fait les bonnes rencontres. Du coup, quand on voit les profs en détention qui viennent et qui le font avec conviction, si on veut savoir ce que c'est un prof, on va se renseigner auprès des enseignants qui travaillent en milieu carcéral. Et là, on voit vraiment ce que c'est la transmission et l'engagement. Donc la dictée, je dirais que c'est un prétexte pour se retrouver, mais c'est hyper puissant. Et les enseignants, et je pense que vos volontaires aussi, le font du coup, c'est qu'ils travaillent déjà avec cet outil de dictée, de dédramatiser, qu'il n'y ait pas de notes, de bienveillance. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il y a une très très grande nouvelle qui arrive et que nos auditeurs pourront te découvrir très prochainement, car un livre va bientôt sortir, je crois. Oui, un livre. Peux-tu nous en parler? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, mon éditrice, elle a parlé de roman enquête. Alors, roman enquête, pourquoi? Parce qu'en fait, j'interviens donc dans différents zones carcérales, et je dirais donc avec les adultes, hommes et femmes, mais aussi les mineurs. Et du coup, moi, le sujet des mineurs m'interpelle. Alors, je vais vous donner une anecdote qui m'avait vraiment touché et déstabilisé. Dans mes interventions, j'interviens beaucoup aussi dans les quartiers, mais ça peut être aussi école centrale, etc. En fait, j'ai pas de limite, mais j'aime beaucoup le faire aussi là où on a besoin de donner un peu d'espoir ou de force de rayonner. Et donc, j'intervenais dans une cité à Saint-Denis, sur un quartier qui s'appelle Jolieu-Curie. Et un jour, en fait, donc j'ai travaillé avec différents publics et notamment des enfants de 9 ans. Donc, on les avait appelés les mini-plumes. Et ces jeunes, en fait, avaient écrit un conte en prenant le contexte de la cité. C'était très beau. Et il s'avère qu'un jour, je vais en détention quelques années plus tard. Je vais précisément à Porcheville. Et je retrouve donc les mineurs, les jeunes viennent, se présentent. Et à un moment, je vois un visage qui m'est familier. Et ce visage familier, il s'avère que c'est un de mes jeunes qui avait participé aux ateliers. Donc, vous imaginez, vous êtes dans la cité, quelques années plus tard, vous retrouvez ce jeune en détention. Je me suis dit, mais
qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce jeune, en plus, il participait, il était volontaire. Donc, et j'avais arrêté les ateliers entre-temps. Les habitants s'étaient appropriés le projet, puis il avait complètement développé, porté. Il y avait une vraie synergie et lien. Et cet élément, après avoir retrouvé ce jeune, c'est qu'il s'avère qu'il y a un autre jeune qui a été tué d'une rafale de Kalachnikov à Saint-Denis. Ça avait fait aussi, ça avait eu écho dans les médias. Et là, je me suis dit, mais en fait, comment ces mineurs aujourd'hui sont dans cette hyper-violence? Et il y a eu un autre événement, donc du coup, c'est ce que raconte aussi mon roman. Alors j'ai utilisé la fiction, mais je suis dans le réalisme. C'est un jeune qui avait été lynché et son lynchage a été mis sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis dit non, l'intérêt, j'ai retrouvé après ce jeune en détention. Et du coup, je suis avec la maman, on découvre l'environnement. Et on met enfin surtout sur des jeunes, puisque tout à l'heure j'utilise le mot jeune. En fait, on rentre dans un univers, on comprend mieux en fait comment ces jeunes en sont arrivés là. Comment aujourd'hui la violence a toujours existé. On prend années 60, 70, 80, 90, mais elle est mise en spectacle aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et je pense que ça stimule aussi, ça lui donne encore plus de fulgurance, je dirais. Donc le roman, en fait, Laisse pas traîner ton fils, part d'un fait divers. Et je rentre en écriture. Et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et justement, en détention, je rencontre ce jeune et je le suis avec le jugement, la maman, sa famille, son contexte familial, de comprendre un peu ça. Donc j'utilise le prisme de la fiction, mais ça permet aussi d'être moins dans quelque chose d'anonymat. Quand je dis anonymat, c'est pas tant nommer les gens, mais de se dire à un moment, c'est quoi l'environnement? Et de le comprendre et de l'humaniser surtout. Voilà, c'est peut-être humaniser un univers qu'on ne connaît pas. Donc c'est très lié au milieu carcéral aussi. Et à partir de quand on peut trouver ton livre en librairie? À partir du 23 octobre. Ok, dans toutes les bonnes librairies? Oui, dans toutes les librairies tout court, mais je pense qu'il aura forcément écho parce qu'il est malheureusement toujours d'actualité. Aujourd'hui, quand on voit l'actualité, on a beaucoup de jeunes qui s'isolent dans leur territoire. Et quand deux jeunes de territoires se rencontrent différents, mais en fait, c'est pas deux jeunes qui se rencontrent, c'est deux territoires qui s'entrechoquent. Donc, on a souvent des phénomènes de violence qui sont reliés des rixes. Donc, je suis quasi certain que ce sujet, en tout cas, il va les médias puis les structures associatives vont s'en emparer. Alors, quels sont tes projets pour les mois à venir? Pour les mois à venir, oulala, je suis hyper actif. La semaine dernière, j'ai un vaisseau qui a pété dans l'œil tellement que je suis nerveux et que j'aime écrire et bosser. Mais en fait, je suis en train déjà d'écrire un livre. Cette fois-ci, c'est un livre que je voulais écrire depuis 10 ans. Et je suis accompagné par une éditrice qui s'appelle Catherine. C'est un truc hyper perso. En fait, ça parle justement, je parlais de mon frère. Mais enfin, j'aborde ce sujet. Et je raconte son dernier été à Marrakech. Donc ça, c'est un roman que je suis en train d'écrire. J'en suis à la moitié. Mais ça fait longtemps que je voulais l'écrire. Et quand je parlais de lâcher prise, j'ai toujours évité ce sujet. Mon éditrice, elle m'a chopé et elle a réussi à me mettre devant ma copie. Donc voilà, et après, j'écris aussi des scénarios. J'ai pas mal d'ateliers. J'organise des dictées. Donc avec effectivement la crise sanitaire, les dictées n'ont pas lieu. Donc je vais reprendre au mois de novembre. On a quelques dictées avec des jauges qui respectent le contexte de cette crise, en tout cas les mesures de sécurité. Donc j'alterne entre écriture de romans, scénario, dictée et rencontres humaines aussi, parce qu'il faut bien alimenter aussi la vie. Ah, c'est formidable, incroyable, c'est un très bel exemple. Alors d'ailleurs, je viens de recevoir un texto de mes collègues d'Auxilia qui te disent bravo pour ton interview. Bravo à eux, merci. Et d'ailleurs, quel message tu aimerais laisser à nos auditeurs qui sont incarcérés et qui sont notamment apprenants à Auxilia? Quel message tu aimerais laisser aux détenus? C'est une belle vitrine. Je pense qu'il faut vraiment avoir conscience. Tout à l'heure, je suis désolé, hein, j'ai pas abordé le fond du sujet, mais la dictée, pourquoi la dictée, c'est un sujet fort. C'est qu'ok, on s'amuse, on parle de passé simple, on parle de Zola, Victor Hugo, tout ce qu'on veut, mais en réalité aujourd'hui, l'insertion ou la réinsertion, après peu importe, hein, le sujet c'est pas de se dire est-ce qu'on a vraiment on fait de la réinsertion, etc. Mais en fait ce qui peut vous aider, c'est maîtriser l'écriture. Et c'est vrai que ça peut, je pense que quand même quand on est en détention, on a ce temps
qu'on doit occuper et on doit tuer le temps avant que lui nous tue en fait, donc pour pas péter les plombs. Et c'est vrai que l'apprentissage quand on est en détention, c'est le moment où on peut faire parce qu'on a du temps. Et allez-y à fond. Profitez aussi de ces personnes qui sont là pour vous accompagner, pour déployer en fait, et je vous encourage vivement parce que la maîtrise de l'écriture, du langage, c'est ce qui demain, quand vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous tendre la main, je pense à des employeurs aussi, parce vous le constatez, vous le savez, c'est que quelqu'un qui a eu un parcours en détention, alors il y a certains cas où c'est vrai compliqué de ne pas juger quand on est un recruteur ou un employeur, mais souvent on va vouloir vous tendre la main parce qu'on va vous dire, cette personne a payé sa dette envers la société, peut-être vis-à-vis des victimes, etc., et a envie de se reconstruire parce qu'on est dans de la reconstruction, et de pouvoir parler, expliquer, de partager, d'avoir le langage, de le maîtriser, que ce soit à l'écrit et surtout à l'oral, ça va vous permettre de rencontrer des gens et d'avancer. Et ces gens qui vous tendront la main parce qu'en fait, ils comprendront votre histoire aussi, ou ils auront de l'empathie. Donc je pense que le langage, communiquer, c'est essentiel. C'est ce qu'on voit depuis le début de l'émission, quand on a des gens qui écrivent, qui partagent. Alors, bien sûr, c'est sous la foi, mais quelque part, on parle de partage, d'amour, de communication. Et je parlerai même de communion. Donc voilà, je pense que vraiment, dans le travail que fait Auxilia, faut vraiment profiter de cette aide, de ce soutien et de ces bénévoles pour essayer de s'enrichir et de pouvoir avancer. Et souvent, je dirais, le manque de communication, je dis pour le sujet de la violence en tout cas, le manque de communication, quand on ne peut pas communiquer, on frappe en fait. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Quand on ne peut plus communiquer, on explose, on frappe. Et que justement, quand on maîtrise les mots, quand on a cette force, c'est, je dirais, je ne vais pas parler d'armes en fait, mais c'est un outil formidable. Donc voilà, si j'ai un message à transmettre, ce sont des encouragements à la fois aux bénévoles, aux volontaires, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie, et voilà, et puis aux bénéficiaires de garder la force d'écrire, de garder la foi, quelles que soient vos convictions, et je pense qu'on a tous besoin de ça. Merci beaucoup Rachid pour cette formidable interview pleine d'espoir. Et plein de succès à ton livre. Merci infiniment. Et puis on espère plein de projets avec Auxilia, Radio Notre-Dame, et avec grand plaisir. Merci à vous, merci pour l'invitation et bravo pour votre travail. Merci beaucoup à vous. Si je comprends bien, on peut aussi s'entraîner à la dictée avec vous le samedi à 17h30. Oui. Effectivement. En 30 secondes. Oui, je donne rendez-vous à la radio et aussi sur Internet via France Culture à 17h30 tous les samedis. Et du coup, vous avez l'occasion de faire la dictée. Alors, pour ceux qui sont en apprentissage de la langue française, ce sera peut-être difficile, mais entraînez-vous et accrochez-vous. Voilà, merci beaucoup pour cette vitrine. Grand merci à tous. Grand merci donc à Rachid Santaki. Donc, son livre « Laisse pas traîner ton fils » à partir du 23 octobre dans toutes les librairies. Merci à Fred qui est au standard et pour son intervention. Merci beaucoup à Stéphane. Encore une fois, Dimitri, et surtout toutes les personnes qui nous ont appelés. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages si importants et touchants. Voilà, bonne semaine à chacun. On a tous les conseils de Liliane aussi pour passer une bonne semaine en se couvrant bien. Et voilà, en lisant, en écrivant, pour